je pense qu'on vit un moment très intéressant, un peu paradoxal, où on vient d'être tous très engagés dans une bataille qui est celle contre la retraite à 64 ans, où nous étions hégémoniques comme jamais. Moi, j'ai rarement mené des batailles où je savais que 93% de la classe ouvrière était d'accord avec moi. Rarement. J'ai rarement mené des batailles en sachant que 70% des Français étaient d'accord avec moi. Et c'est quelque chose qui, comme le disait Patrick Cohen-Seat, qui nous interpelle parce que effectivement, souvent nos difficultés sont liées à ce que tu as appelé l'échec, c'est-à-dire en fait la difficulté à construire l'hégémonie dans les consciences, l'hégémonie culturelle, à conquérir la majorité. Mais là, actuellement, la difficulté que nous avons dans ce conflit des retraites n'est pas celui de la construction hégémonique. Il est celui, en fait, de l'organisation des pouvoirs. Et si la gauche éco-socialiste, pour la nommer ainsi, puis comme vous vous êtes nommé ainsi, ça tombe bien, a un discours aujourd'hui, je trouve, très abouti et plutôt homogène sur la question de la protection de l'environnement. Si elle a un discours très abouti également et très convergent sur la question du partage des richesses, il y a un point sur lequel je pense qu'il y a encore à améliorer et à homogénéiser nos discours et nos ambitions, c'est sur la question du partage du pouvoir. Nous vivons dans un contexte institutionnel donné qui nous différencie des autres pays européens, des autres pays dans le monde. Et la bataille des retraites, le conflit des retraites a été un moment de formation à très très large échelle dans le pays de ce qu'est le cadre démocratique dans lequel nous vivons en France. Dans la plupart des pays démocratiques, les personnes qui exercent le pouvoir gouvernant, c'est-à-dire ce pouvoir exécutif de pouvoir prendre des décisions au quotidien, sont en général, d'une manière ou d'une autre, responsables devant une entité, en général parlementaire, mais même parfois populaire dans les très nombreux pays du monde où il existe le droit de révoquer les élus. Ce n'est pas le cas en France. La Constitution de 1958 crée une figure absolument délirante au plan de ce que c'est que la démocratie, qui est ce président de la République, qui concentre énormément de pouvoir gouvernant, mais qui est irresponsable au sens constitutionnel du terme. Et là, on a mis directement le doigt sur ce problème-là. C'est-à-dire que vous pouvez arriver avec vos millions de grévistes, avec vos plusieurs dizaines, enfin 10, 11, 12, 13 grandes journées de mobilisation. Vous pouvez avoir même potentiellement une majorité à l'Assemblée nationale contre l'Élysée sur un sujet des retraites qui pourtant n'est pas dans l'histoire programmatique de la droite. Et ça ne passe pas, et vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le 49.3, parce qu'ils ont des outils institutionnels pour nier et pour empêcher que, finalement, conformément à l'esprit des Lumières, la volonté générale émane de la société pour devenir loi. C'est ainsi qu'on a pu voir à l'automne que, par exemple, lorsqu'on a gagné à l'Assemblée nationale des mesures qui étaient très importante, je pense notamment à la plus importante d'elles selon moi, qui était le fait d'avoir voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique. La rénovation thermique des bâtiments, le fait d'empêcher qu'il y ait des passoires thermiques, avec 12 milliards d'euros, c'était pour la première fois une mesure qui réellement nous mettait en mesure de pouvoir commencer à lutter contre le réchauffement climatique. Et en plus, c'est une mesure sociale puisque ça évite aux gens de devoir payer des factures d'électricité extravagantes pour rien. Ça a été empêché par le 49.3. Le 16 mars, quand on était tous là, les députés, les 570 députés, prêts à voter, et que 10 minutes avant le vote, Elisabeth Borne reçoit la consigne de l'Élysée qu'il n'y aura pas de vote, elle rentre dans l'hémicycle, elle annonce le 49.3, c'est un électrochoc dans le pays. Et c'est pas pour rien que les gens se sont rassemblés place de la Concorde. Et pour la première fois, peut-être pas la première fois, mais en tout cas, ça nous rappelle des moments de l'histoire de France où il y a pu avoir des rassemblements à la place de la Concorde ou à proximité de l'Assemblée nationale, mais dans d'autres moments de l'histoire, c'était contre
l'Assemblée nationale, par exemple, dans les années 30. Mais là, c'était avec les députés contre Matignon, contre l'Élysée. Et à partir du 16 mars, on a vu, par exemple, dans les facs, des assemblées générales qui, à un moment donné, ont démarré très fort. On a vu des manifs spontanés qui ont commencé à être organisés tous les jours, et plus spécifiquement tous les soirs, parce que les gens sortent du boulot, parce que les étudiants étaient dispo, etc. Il y avait quelque chose de là, d'une disponibilité, d'une aspiration démocratique, sur lequel nous, la gauche dite radicale, nous n'avons pas l'habitude de peser. Parce que nous n'avons pas l'habitude de nous percevoir nous-mêmes comme l'émanation de ces grandes majorités. Je pense qu'il faut s'adapter à la nouvelle situation. Il y a une aspiration démocratique dans le pays. Cette aspiration démocratique qui est dotée ce pouvoir qu'a le président d'abuser de son pouvoir est potentiellement l'outil pour déverrouiller le point de passage sur la question sociale et le point de passage sur la question environnementale. Et à l'inverse, si on ne s'occupe pas de passer à la 6e République, combien de temps encore on va faire des grèves et des reconductibles et puis ramasser des sous pour payer pour des caisses de grève et ainsi de suite, alors qu'on arrive et on se retrouve face à des portes blindées, qui sont des portes blindées institutionnelles. Je vois que tu regardes le temps, donc je vais accélérer. Pardonnez-moi. Ce changement de paradigme, cette adaptation à une réalité nouvelle, je pense, elle a des conséquences pour la NUPES et pour la France insoumise, puisqu'on parle aussi beaucoup ici, aujourd'hui, entre insoumis. La France insoumise est un outil politique qui s'est construit pour les élections présidentielles. Son système d'organisation est fonctionnel à gagner ou à tenter de gagner une élection présidentielle. La NUPES vient perturber tout ceci. On est passé, encore une fois, plus que jamais proche du second tour. Je rappelle qu'il y a il y a 1% d'écart entre Mélenchon et Le Pen. Si, par exemple, Jadot n'était pas candidat, et je rappelle que ces jours-ci, Marine Tondelier a quand même dit qu'elle envisageait qu'il n'y ait pas de candidature élevée en 2027, ce qui est un énorme événement en réalité, d'accord ? S'il n'y avait pas eu les 4,6% de Jadot, je ne parle même pas des 2,28% de Roussel, ça passait, ou ça pouvait passer. Jean-Luc Mélenchon, les camarades, ont dû percevoir que, suite à cet échec très frustrant, il y avait une possibilité d'une sorte de séance de rattrapage autour de cette idée de « élisez-moi Premier ministre », qui est une perturbation de l'équilibre institutionnel, puisqu'on n'élit pas le Premier ministre, et puisque le protagonisme du pouvoir exécutif dans ce pays n'est pas à Matignon, mais à l'Élysée, et encore moins à l'Assemblée nationale. Sauf que on y est arrivé. On a réussi à construire l'attelage, à construire le programme et à rendre minoritaire l'Élysée au sein de l'Assemblée nationale. Et du coup, on a conféré à l'Assemblée nationale un protagonisme institutionnel qui n'est pas naturel en Ve République, mais qui du coup vient perturber le fonctionnement même de la France insoumise. Parce que la France insoumise doit se réinventer si elle est autre chose qu'une écurie présidentielle. Et c'est la NUPES la réponse à ça. C'est même précisément à partir de l'intergroupe parlementaire NUPES, où il y a 150 personnes qui travaillent au quotidien dans un plutôt bon esprit, où les gens se rencontrent entre elles et eux et forgent ensemble des nouvelles propositions. Moi, par exemple, j'anime un groupe de travail spécifique de l'intergroupe NUPES sur la question institutionnelle. Est-ce qu'on a la même analyse de la situation? Est-ce qu'on est capable d'imaginer ensemble un programme constitutionnel sur ce qu'on voudrait faire dans une 6e République, ce qu'on voudrait faire pour y arriver? Est-ce qu'on peut y arriver autrement que juste en gagnant l'élection présidentielle? Est-ce qu'on est obligé d'attendre 2027 ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà commencer à trouver des chemins pour imposer le changement institutionnel? Et puis c'est pareil sur tous les autres sujets. Et donc à chaque fois qu'on travaille à l'intergroupe parlementaire, on construit en fait les contours de ce programme de gouvernement. La NUPES, ce qu'elle permet de faire dans cette configuration, c'est d'envisager la conquête du pouvoir, non seulement, justement, à travers l'écurie présidentielle, mais aussi à travers la question du gouvernement, dans sa pluralité, et de l'Assemblée nationale, comme un lieu
d'émanation et d'examination et de délibération pour que la norme, justement, pour que la volonté générale se fasse loi. Écoutez les amis, là je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Vous avez une société mobilisée sur des hégémonies culturelles. Vous avez un protagonisme institutionnel nouveau, l'Assemblée nationale, qu'il s'agit de défendre face à l'esprit du combat de coq présidentiel. Et je n'aimerais aucun nom. Vous avez la possibilité en 2027 de construire non seulement des candidatures communes à la présidentielle, mais aussi l'idée de faire voir quelque chose de choral, d'ores et déjà un gouvernement, d'ores et déjà un ou une première ministre. Écoutez, il n'y a plus qu'à.